Révolution amorcée dans l'histoire de l'art par les peintres de Barbizon, il faut rappeler que le paysage était, dans les années 1840, réputé un genre inférieur. Je cite le texte, un genre inférieur et bas, placé par l'Académie des Beaux-Arts, en bas de la hiérarchie des genres, juste au-dessus de la nature morte. Donc si vous savez combien Chardin, par exemple, a eu du mal à se faire accepter, eh bien, vous avez une petite idée du refus du paysage. Dans le roman des Goncourt, le personnage de Chassagnol incarne cette position. Il ne s'intéresse qu'au primatif, dont vous voyez ici un tableau à l'écran. C'est le chef de file de l'école de Fontainebleau, donc du XVIe siècle, et il est venu travailler pour François Ier. Vous voyez dans ce tableau mythologique, donc lui en haut de la hiérarchie des genres, la peinture mythologique et la peinture religieuse sont en haut de la hiérarchie des genres parce qu'ils sont censés transmettre un message. Et donc vous voyez un paysage, vous voyez au fond vous avez deux bateaux parce que il faut vous raconter la suite de l'histoire d'Hélène. Elle est enlevée par Priam et les bateaux vont l'emmener jusqu'à Troie, mais c'est pas pour le paysage en lui-même. Et quand les peintres de Barbizon proposent à Chassagnol de voir la forêt, il répond ceci: oh, tu sais, la forêt, j'ai horreur de ça, moi. Cette grande étendue jaune, pardon. Cette grande étendue jaune et verte, cette machine qu'on est convenu d'appeler la nature, c'est un grand rien du tout pour moi. Du vide mal colorié qui me rend les yeux tristes. Sais-tu le grand charme de Venise? C'est que c'est le coin du monde où il y a le moins de terre végétale. Alors, je vous laisse apprécier la définition de Venise. Hein, vous êtes plus vous êtes amené à mieux apprécier ça que moi. L'important est quand même dans le texte en gras, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore regarder la nature. On ne sait pas encore apprécier un paysage. C'est un rien du tout. Quant à Coriolis, le héros, il a fait son apprentissage en atelier, puis il est parti, comme toute sa génération, en Orient, enfin les plus audacieux de sa génération en Orient, entre 1844 et 1848, et revenu à Paris en 1850, il a 3 tableaux reçus au salon, donc agréés par l'Académie, mais néanmoins très critiqués. Alors il travaille avec acharnement, et tellement d'acharnement qu'il finit par tomber malade. Nous sommes alors en 1851. C'est une drôle de chose, dit Coriolis un jour à Anatole. Quand on a 18 ans, on ne s'aperçoit pas du mois de juillet à Paris. On ne sent pas qu'on étouffe et que les ruisseaux puent. Je ne connais pas Fontainebleau. Il paraît, à ce qu'ils disent tous, que c'est une vraie forêt. Nous irons dans un trou, à Barbizon, à l'auberge. Pour comprendre le désir de quitter Paris, on rappellera le traumatisme des épidémies de choléra en 1838 et de nouveau en 48 et 49. C'est ce qui fait que le peintre Millet, par exemple, est parti s'installer à Barbizon. Alors, je vous parle de Barbizon, vous l'avez là en rouge, voilà, au bas de la carte, et Paris se trouve en haut de la carte, c'est-à-dire nous sommes à peu près à 50 km de Paris. Donc, à cette époque-là, Barbizon est un trou. Il ne compte qu'une vingtaine de chaumières où vivent des charbonniers et des cultivateurs. Et je vous ai affiché 2 représentations de Barbizon. À droite, celle de Théodore Rousseau, qui nous place au pied des chaumières, un jour de mauvais temps, alors que Diaz de la Peña, à gauche, c'est un des premiers clients de l'auberge de Barbizon, nous séduit par ce que Baudelaire, le poète, appelle un papillotage de lumière. C'est-à-dire, vous voyez que le tableau est réveillé par une petite éclaircie et que les murs des maisons, les meules de foin et les vêtements des personnages animent le paysage. Les 2 peintres se sont rencontrés à Barbizon en 1836, mais à cette date,
Théodore Rousseau est refusé au salon, tandis que Diaz et Corot sont reçus. Alors, un petit mot du salon, c'est le seul lieu à cette époque-là où les peintres peuvent exposer leurs œuvres. Le lendemain, la calèche de louage que Coriolis avait prise à Fontainebleau débouchait, au bout d'1 heure et demie de voyage à travers la forêt, d'une route de sable sur le pavé. Des vergers touchaient le bois, le village naissait à sa lisière. Donc, vous voyez la route de sable sur le pavé, le village qui s'affiche derrière. Coriolis reconnaissait des toits de bois sur des portes, des cours, des ruelles de masure donnant sur la campagne que des eaux fortes lui avaient déjà montrées. Dans cette deuxième image, vous repérez les toits de bois sur les portes, comme ici à droite. Voilà, vous voyez bien ma souris? Oui. Et vous avez aussi les rails qui vous annoncent que la présence du train, c'est-à-dire qu'il est arrivé en 1849. Voilà une autre image, et vous voyez le train arriver au bout du village. Et le texte que j'ai souligné dans ce paragraphe indique que Barbizon est déjà connu des artistes. En effet, par exemple, Frédéric Henriet va dire « La forêt de Fontainebleau, c'est la véritable école du paysage contemporain. Il n'y a pas un artiste parmi les plus célèbres qui n'est passé par là. » La voiture arrêta devant une longue bâtisse où la vigne repoussait les volets verts. On était arrivé, c'était l'auberge. Le maître de l'auberge, coiffé d'un feutre d'artiste, mena les voyageurs à un petit pavillon où ils trouvèrent 3 chambres assez proprettes, dont l'une ouvrait sur un petit atelier au nord. Alors, on voit dans ce qui est écrit en violet que l'aubergiste s'est adapté à sa clientèle de peintres, notamment la présence de l'atelier au nord. Pourquoi au nord? Pour que la lumière reste stable, que la toile ne soit pas influencée par elle. Et les Goncourt les 2 frères Goncourt ont séjourné 5 fois à Barbizon. Alors je vous ai mis en haut à gauche le registre de l'auberge qui, en 1854, signale la présence de ces 2 hommes de lettres. C'est en haut ici, ils se définissent comme hommes de lettres. Et je vous ai mis en gras le 1865 parce que c'est cette année-là qu'il séjourne à Barbizon pour préparer le roman Manette Salomon. Alors, quelques images, vous avez le mur avec le lierre, et en dessous, l'intérieur, à droite, l'entrée, et l'entrée de la petite épicerie de village où le père Gann a reçu les premiers peintres en 1830. Au fond de la pièce, le lit de la patronne, qui ne gêne personne parce qu'elle est toujours la première levée et la dernière couchée. Ça, on trouve ça dans le journal des Goncourt. L'auberge, fondée en 1823, a, en 1830, exaucé son rez-de-chaussée d'une chambre à 3 lits, où l'on montait par une échelle et où l'on accrochait le soir son étude du jour au-dessus de son lit. Alors, je vous fais apparaître aussi cette petite caricature. Donc, vous avez là l'étude du jour qui est restée derrière les transformations de l'auberge. Et quand elle a été restaurée en 1980, on les a retrouvées. Donc, je vous les ai affichées. Vous avez à gauche une caricature de peintre de Barbizon avec le chapeau de soleil et le sac à dos. Une tête qui pourrait être une tête d'ange, par exemple, à droite. Et puis, encore une caricature de quelqu'un sur son âne, là, qui va bientôt tomber. Et voici l'appréciation d'Anatole. Ici, c'est un vrai petit musée du Luxembourg. Tous les noms, toutes les tendances, l'école moderne au complet, tous les genres. Alors, évidemment, il y a une ironie dans le discours d'Anatole. Le musée du Luxembourg, vous le connaissez si vous êtes venu à Paris, aujourd'hui, il nous donne des expositions, mais à l'époque, c'était le musée d'art moderne et il est dédié aux artistes vivants. Seulement, comme c'est l'Académie quand même qui gère tout ça, eh bien, les artistes vivants, c'est surtout quand même des artistes traditionnels qui y sont représentés. Et donc, bien sûr, à Barbizon, ça ne peut pas être
le vrai musée de Luxembourg. Comme petit détail, si vous voulez, pour vous confirmer le côté traditionnel de l'académie et du musée, par exemple, quand Caillebotte a légué ses toiles au musée du Luxembourg, eh bien, on y a refusé des toiles de Cézanne. Coriolis eut plaisir à se sentir dans cet endroit, si bien mort à tous les bruits d'une capitale, et où la publicité n'était que le moniteur des communes. Sa vue était heureuse de cette grande rue avec des poules sur le pavé et de ces dernières diligences dételées sur le bord de la chaussée. Il goûtait des jouissances d'oubli, à voir le peu qui passe là, le lent travail des bêtes et des gens, cet apaisement particulier que les grandes forêts font auprès de leurs lisières, comme les grandes cathédrales répandent l'ombre sur les maisons et les existences de leur place. Il aimait ces jours qui se succèdent, sans être plutôt un jour qu'un autre, ce temps du village auquel on se laisse aller, ces heures inoccupées qui le menaient au soir, un soir sans gaz où il ne restait de lumière dans le noir de la rue que le quinquet du billard. La nuit même, dans le demi-sommeil du matin, il éprouvait une certaine satisfaction lorsque le conducteur de la voiture de Melun criait à l'aubergiste « Rien de nouveau ?» et que l'aubergiste répondait « Rien ». Ce rien qui disait que rien là n'arrivait. Alors, en noir, la petite vie de Barbizon, c'est-à-dire le contraire de la vie parisienne. Il n'y a pas d'éclairage au gaz, comme sur les grands boulevards parisiens. Il n'y a pas de guinguette, simplement le quinquet du billard, le degré zéro de la guinguette. Et cette idée, elle se retrouve dans le roman de Flaubert, L'éducation sentimentale. Alors, vous voyez en rouge, et en rouge gras en particulier, qu'on fait bonne chère dans cette auberge. L'ambiance est festive, on entend le piano, on entend des rires. C'est tout à fait ce qui se passe dans le tableau d'Olivier de Penne qui représente le mariage de Louise Ganne, la fille de l'aubergiste, avec Eugène Cuvelier, photographe, ça se passe en 1859. À ce mariage, le peintre Corot était témoin et les peintres Millet et Rousseau étaient garçons d'honneur. Alors on boit, on chante peut-être, et il y a même le chien qui s'en prend aux assiettes, comme dans le texte. Le côté licencieux, suggéré dans le texte par le tablier de la serveuse qui vole sur les convives, trouve une confirmation avec les personnages féminins à chaque extrémité du tableau. Vous voyez ici, voilà, ici et ici. Vous voyez que ce sont des femmes qui sont dites des femmes en cheveux, c'est-à-dire qu'elles ont leurs cheveux libres et non pas tressés, nattés ou sous un chapeau. Et en plus, elles fument. Donc, deux transgressions. Et du point de vue de la peinture, on note dans la première phrase une référence aux brosses pour travailler la peinture. Ça veut dire que les tableaux ne seront pas finis, ne seront pas léchés, ne seront pas vernis. Voici la salle à manger avec toutes ces peintures dans des baguettes de bois blanc où semble encadrer l'album de l'école de Fontainebleau. Le jour mourait sur tout ce petit musée, barbouillé par tous les hôtes de Barbizon, et qui met à ses murs, derrière les chaises de ceux qui dînent, l'ombre ou le souvenir, le nom de ceux qui ont dîné là, écrit d'un bout de pinceau un jour de pluie, avec un reste d'études et la verve de leur premier talent. Alors, l'expression « l'école de Fontainebleau » est évidemment ironique. D'une part parce que l'école de Fontainebleau, c'est l'école du XVIe siècle, celle de Primatif que je vous ai montré tout à l'heure, et d'autre part parce que tous les hôtes de Barbizon ne constituent pas une école. En effet, il n'y a pas de chef d'école, il s'agit plutôt d'expériences partagées. Chacun laisse sa trace et ouvre la voie pour les suivants. Alors, vous avez là un exemple, des exemples de peintures qu'on trouve dans l'auberge de Barbizon. C'est des peintures de Diaz de la Peña. Vous voyez que tous les genres sont représentés. Vous avez la nature morte avec les fleurs au centre. En dessous, vous avez un paysage.
des personnages mythologiques, vraisemblablement avec les femmes nues ici, et puis des scènes de genre comme le repas ou comme le mariage de Louise Gane que je vous ai montré tout à l'heure. Alors à gauche, vous voyez le haut d'un tableau. Il s'agit d'un repas, mais toute la tablée regarde vers l'autre extrémité de la table, qu'on ne voit pas ici, et on est en train d'y repousser quelqu'un qui n'est pas invité. Alors peut-être que c'est une métaphore des conflits, des querelles qui peuvent traverser le champ artistique. En tout cas, l'essentiel est là. Les paysagistes, dans leurs yeux à demi fermés, sentaient revenir leur étude, leurs motifs, leur journée, et souriaient vaguement à leur couleur du lendemain. Cette retraite à Barbizon est favorable à l'inspiration. Coriolis passait ses journées dans la forêt, sans peindre, sans dessiner, laissant se faire en lui ses croquis inconscients, ces espèces d'esquisses flottantes qui fixent plus tard la mémoire et la palette du peintre. Une émotion presque religieuse le prenait chaque fois quand, au bout d'un quart d'heure, il arrivait à l'avenue du Bas-Bréau. Il se sentait devant une des grandes majestés de la nature, et il demeurait toujours quelques minutes dans une sorte de ravissement respectueux et de silence ému de l'âme, en face de cette entrée d'allée, de cette porte triomphale, où les arbres portaient sur l'arc de leurs colonnes superbes l'immense verdure pleine de la joie du jour. Alors, d'abord, la référence en noir au Bas-Bréau, c'est le site que j'ai illustré ici par une photographie de Gustave Le Gray, le grand photographe du 19e, qui a été le maître de nombreux photographes après lui. En mauve est explicitée au début du texte la méthode de Coriolis. Certes, il travaille sur le motif, mais de quel travail s'agit-il? À cette époque, il existe déjà des chevalets de campagne qui sont combinés avec un pliant et sont plus légers que les chevalets d'atelier. Les tubes de peinture en étain sont commercialisés dans les années 40. Mais par exemple, Millet, il ne part dans la forêt, dans ses promenades, qu'avec un calepin. Et le travail sur le motif de Coriolis, c'est un travail mental, enregistrer mentalement ce qu'il voit. En bleu, vous voyez se confirmer l'idée d'une quête spirituelle, une tentative de communier avec la nature à travers la recherche du motif. C'est très différent de la partie de campagne de la haute bourgeoisie que peint Monet sur ce lieu en 1865. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même projet de peintre. Du bout de l'allée tournante, il regardait ces chênes magnifiques et sévères, ayant un âge de Dieu et une solennité de monument, beau de la beauté sacrée des siècles. Les chênes sont ici comparés à des dieux et à des monuments pour souligner leur puissance. De même, dans le tableau de Rousseau, esquissé sur le motif, puis peint en atelier, les 4 chênes, augmentés de leur ombre, occupent l'essentiel du tableau. À côté d'eux, un être humain, voilà, il est là, mais vous voyez combien il est petit. Ces arbres apparaissent comme une incarnation de la continuité de la vie, c'est dire que l'arbre parle de nous. Proust évoque ces choses du monde inanimé dont parle Théodore Rousseau, qui font penser, mais ne pensent pas. Donc, Proust souligne ici que les arbres de Théodore Rousseau sont porteurs d'un message, puisqu'ils donnent à penser. Et évidemment, un message en opposition à l'idéologie positiviste du 19e siècle qui vise à la maîtrise du monde. Alors on pense au livre de Peter Wohlleben qui est paru en 2015, qui s'appelle La vie secrète des arbres et qui est comme un écho à cette pensée des peintres de Barbizon. Coriolis se mettait à marcher sous ces voûtes qui éclataient au-dessus de lui, à des élévations de 100 pieds, en fusées de branches, en cimes foudroyées, en furies échevelées et tordues, ayant l'air de couronnes de colère sur des têtes de géants. Alors, le tableau de Théodore Rousseau nous donne à voir des voûtes et des troncs foudroyés, vous voyez, des branches échevelées et tordues.
Le grandissement épique des arbres, décrits comme des géants, on pense ici au poème de Baudelaire, « La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles ». C'est un poème des correspondances. Et ce grandissement épique des arbres n'est pas seulement un artifice littéraire, puisqu'on le retrouve dans cette lettre de Millet. C'est d'un calme, d'une épouvantable grandeur, au point que je me surprends ayant véritablement peur. Je ne sais pas ce que ces gueux d'arbres-là se disent entre eux, mais ils se disent quelque chose que nous n'entendons pas parce que nous ne parlons pas la même langue, voilà tout. Donc, vous voyez que les arbres, là, nous faisons une grande famille avec des arbres, et les arbres ont une autre langue que nous, mais ils ont quand même une langue, ils communiquent entre eux, ce que les scientifiques nous confirment aujourd'hui. Le matin jouait sur leur rude écorce, leur peau centenaire, et passait sur leurs veines de bois les blancheurs polies de la pierre. Vous remarquez la peau et les veines de l'arbre, qui est donc encore ici humanisée. Mais il s'agit de rendre compte de la réalité de l'arbre, sa rude écorce et la lumière qui joue sur elle. On peut parler ici d'une académie d'arbres ou d'un portrait d'arbre, si vous voulez. Mais il ne s'agit pas d'un portrait idéalisé. Rousseau nous montre du bois à terre, du bois fragmenté, un motif complètement absent de la tradition picturale. Écoutons maintenant le peintre lui-même, qu'on surnomme l'anatomiste de l'arbre. On ne copie pas ce qu'on voit avec la précision mathématique, on traduit un monde réel dont toutes les fatalités nous enlacent. Donc on voit se confirmer la présence d'une subjectivité dans la peinture de Théodore Rousseau qui ne copie pas un paysage, mais qui l'interprète en soulignant les fatalités qui nous enlacent. Cette peinture-là a bien à voir avec ce que Léonard de Vinci appelle causa mentale et ce que l'Académie lui dénie. Pour l'Académie, quand on peint un paysage, il n'y a que la main du peintre qui joue. Le cerveau est absent. Ça nous paraît curieux, mais c'était comme ça. Le radieux spectacle, le bonheur de la lumière sur les feuilles, cette gloire de l'été dans les arbres, cet air vif qui passe sur les tempes, les senteurs cordiales, l'odeur de santé et la fraîche haleine des bois, ce qui passe de grave et de doux dans la caresse de la solitude, enveloppait Coriolis qui sentait revenir à son corps l'allégresse d'être jeune. Les mots en bleu gras, la santé, la caresse, l'allégresse d'être jeune, indiquent que la santé de Coriolis se restaure. Le séjour à Barbizon est une véritable cure. Dans le tableau de Diaz de la Peña, vous avez deux arbres, deux groupes d'arbres qui structurent notre vision de chaque côté du tableau, et le chemin qui oblique vers la gauche empêche tout échapper hors de la forêt. Et enfin, vous aurez noté la correspondance entre le dernier paragraphe, il marchait sur les ombres couchées, barrant le chemin qui tombait du fût énorme des troncs. Il passait le long de tous ces arbres aux membres d'athlètes, aux dessins héroïques, ceux-ci qui s'inclinaient avec les lignes penchées des grands pins italiens dans les villas, ceux-là qui montaient droit dans un jet de rigide élancement. En gras ombré, vous retrouvez la personnification des épiques des arbres, ces athlètes, etc. Les mots soulignés, le dessin, les lignes penchées, le jet, montrent l'importance du dessin qui doit toujours être premier selon l'Académie. Entre les écoles de Rome et Venise, l'Académie française choisit toujours Rome, où le spectateur du 19e s'attend à voir des hamadryades, c'est-à-dire des nymphes des arbres. Rousseau peint des vaches et un chêne. Donc, vous voyez le fossé culturel qu'il y a entre ces peintres de Barbizon et le public traditionnel. Il existe une autre version de ce paysage dans la collection Wallace à Londres, mais au soleil levant. Rousseau, en exposant les deux tableaux en 1855, opère une révolution que prolongera évidemment Monet 40 ans plus tard. C'est la série des meules
auxquels on pense en 90, 91, puis les peupliers, etc., jusqu'au nymphéa. La révolution, c'est que on montre deux fois le même motif, le même paysage, mais transformé par la lumière, et donc ça fait deux motifs différents. Et avant, on aurait considéré que c'était la même chose. Ça ne pouvait être que la même chose. L'allée qu'il reprenait avait au bout, sous la flamme du jour, la jeune clarté d'un bourgeonnement de printemps. Pour illustrer ce bourgeonnement de printemps, je vous montre le tableau de Millet, Le Printemps, et vous voyez qu'il a été réalisé entre 68 et 73, c'est-à-dire 5 ans pour élaborer l'œuvre, qui prouve qu'il ne s'agit pas d'une peinture sur le motif. Les coloris verts du printemps sont en train de gagner sur la terre lilas-brun, et les branches dépouillées de l'hiver aussi reculent. Les arbres en fleurs et le tronc greffé ici à gauche annonce l'époque de la fertilité. Je vous montre en regard un tableau de Constable, paysagiste anglais qui a beaucoup inspiré les peintres de Barbizon. Alors, pourquoi j'ai choisi ce tableau? Évidemment, à cause de l'arc-en-ciel, mais aussi à cause de l'importance accordée à la terre, au sol. Vous voyez, ce grand rien du tout de Chassagnol, dont parlait Chassagnol tout à l'heure, vous l'avez là, et ça occupe presque la moitié de la toile. Puis la forêt s'ouvrait. Un âpre plein midi brûlait les gorges sauvages d'Apremont. Les rochers qui, sous le bleu africain du ciel et l'implacable intensité de la lumière, se dressaient en masse violette avec des cernées sèches. Alors, Coriolis se glissait entre des accartements de rocs. Vous voyez dans le tableau de Corot une figure humaine, un artiste, dit le titre, nous allons dire que c'est Coriolis. Mais ce qui compte, c'est le gros plan sur les rochers du premier plan et les lignes structurant le paysage avec d'abord une plongée, puis une contre-plongée. Et si les rochers se dressaient en masse violette, c'est que leur couleur, justement, varie avec la lumière. Et le peintre ne la corrige pas. On pressent là l'impressionnisme et même peut-être le fauvisme. À sa gauche et à sa droite, ce n'était plus que des roches. De la crête des deux collines, découpant sur le ciel la déchiqueture de leurs arêtes jusqu'au bas de la pente, il croyait voir l'éboulement, l'avalanche, la cascade de morceaux de montagne lâchés par une défaite de titans. Un pan du chaos semblait avoir croulé et s'être arrêté là. Il y avait dans le tumulte immobile du paysage comme une grande tempête de la nature soudainement pétrifiée. Les vastes galets d'une première mer du monde, des crânes de mammouths troués de leurs orbites immenses, le souvenir et le dessin des grands os du passé se levaient sur ce chemin bordé de roches, creusées par des remous de siècles, fouillés et battus peut-être par une vague antédiluvienne. Les expressions que j'ai soulignées dans le texte, il croyait voir, un pan du chaos semblait avoir croulé, vous montre, et puis il y a aussi le comparant comme une grande tempête, ça nous signale d'emblée une vision subjective du paysage. Et en violet ombré, vous voyez que les rochers apparaissent comme une image du chaos primordial, dans sa version antique avec la présence des titans, et dans sa version biblique avec la référence au déluge, la vague antédiluvienne. C'est cette version qu'on retrouve dans la lettre de Millet. La forêt, la nuit, avec ses effondrements de rochers aux proportions démesurées, m'évoque l'origine du monde, quand le chaos en mouvement broyait des générations d'êtres humains, ou que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'allusion au crâne de mammouth, dans notre premier texte, 2 lignes avant la fin, rappelle une grande exposition parisienne de 1823 qui avait présenté un fossile humain découvert au Long Rocher, un des sites de la forêt de Fontainebleau. En réalité, c'était un simple caprice de la nature. C'est le paléontologue Cuvier qui avait dû remettre la vérité en place et il avait eu du mal à se faire entendre. Flaubert, dans l'Éducation sentimentale, confirme avec humour que ce paysage réveille l'imagination. Ça et là se levaient des roches ayant de vagues formes d'animaux.
Et tout à coup, dans cette vibration de la lumière, les bêtes parurent remuer. Ils s'en retournèrent vite, fuyant le vertige, presque effrayés. Enfin, la photo de Cuvelier, donc le mari de Louise Gane que je vous ai montré tout à l'heure, vous montre la crête, la première phrase en fait, la crête des deux collines découpant sur le ciel la déchiqueture de leurs arêtes. Au haut de la montée, Coriolis s'arrêtait à cette grotte de Franchard. Il restait devant ces grottes béantes où le désert semble rentrer chez lui, devant ces antres de bêtes féroces auxquels on s'étonne de voir aller, au lieu de pas de lion, des traces de break. Ces lieux qui semblent à Coriolis comme la porte du désert sont pourtant fréquentés à cause des traces de voitures. Et en effet, depuis quelques années, les hôtelleries campagnardes de l'art ont changé d'aspect, de physionomie, de caractère. Elles ne sont plus hantées seulement par le peintre, elles sont visitées et habitées par le bourgeois, le demi-homme du monde, les affamés de villégiature à bon marché, les curieux, désireux d'approcher cette bête curieuse, l'artiste. Vous voyez ici donc deux sortes de curiosités, les touristes qui regardent l'artiste et l'artiste qui regarde les touristes. Dans le texte de Flaubert, leur voiture les attendait dans le bas Bréau, un peintre en blouse bleue travaillait au pied d'un chêne avec sa boîte à couleurs sur les genoux. Il leva la tête et les regarda passer. Dans ce texte, l'artiste, sur le motif, devient lui-même un motif. Alors, c'est ce que il y a je vous montre aussi, dans la peinture de Coignet, vous voyez exactement ça, les peintres sur le motif dans la forêt de Fontainebleau, qui sont visités par, vous voyez, il y a un chevalet, et puis, ou deux chevalets, et il y a une troisième personne qui vient les regarder. Et Rosalie trouva, donc on est toujours dans Flaubert, sous un toit de branchage, une manière de cabaret où l'on vend des bois sculptés. Elle but une bouteille de limonade et à la fin, elle entra dans la caverne des brigands précédée d'un gamin portant une torche. C'est à peine si elle regarde. Vous voyez qu'on a une infrastructure touristique qui s'est mise en place pour accueillir les touristes. Dans le haut des cimes, entre les interstices des feuilles, le couchant de soleil en fusion remuait. Le bleuissement, l'estompage vaporeux du soir montaient insensiblement. Pour rendre le soleil en fusion, Théodore Rousseau utilise ici la brosse. Vous voyez en effet, au fond, les effets de lumière, les effets de matière, je devrais dire. Quant à l'estompage vaporeux du soir, il se manifeste dans cette toile par les contours flous des silhouettes. Et le charme de cette petite toile tient aussi à la douceur de la ligne d'horizon qui ondule légèrement et à la courbe du chemin qui nous conduit vers la lumière du couchant. Anatole, las de flâner et tourmenté du remords de son art, avait commencé une étude dans la forêt. Il était parti dans une de ces grandes tenues d'artistes qui donnent aux peintres, sous la feuillée, l'air terrible de bandit du paysage, avec une vareuse bleue, un chapeau de chauffeur, une ceinture rouge, des braies de toile, des jambards de cuir, son parapluie gris en sautoir sur son sac. L'expression originale « les bandits de paysage » suggère le côté transgressif des peintres de Barbizon. À part la ceinture rouge, vous retrouvez tous les éléments du costume dans ce tableau de Nicolas Grigorescu représentant un de ses collègues Andrescu. C'est l'occasion de signaler que Barbizon est fréquenté par ce qu'on appelle à l'époque des colonies d'étrangers, ici des Roumains. On sait que l'anglais Stevenson est passé par là aussi, puisqu'on a son témoignage. Chevalets, ombrelles, tabourets et boîtes de peinture sont liés en fagots pour être portés en bandoulière. Bientôt, les peintres vont s'élancer vers ce qu'ils appellent le motif. Et Anatole avait été ainsi bravement pigé le motif. Cependant, au bout de 2 jours, il commença à trouver que ce qu'il faisait ne marchait pas, que la nature l'enfonçait et que le bon Dieu était décidément plus fort que la peinture. Il se coucha sur un rocher, regarda le ciel, les lointains, les cimes ondulantes des arbres, les 8 lieues de la forêt, jusqu'à l'horizon. Puis son regard tomba et s'arrêta sur le rocher. Il en étudia les mousses vert-de-grisées,
le tigré noir de gouttes de pluie, les suintements luisants, les éclaboussures de blanc, les petits creux mouillés où pourrit le roux tombé des pins. Alors au sens propre, piger, ça veut dire mesurer à l'aide d'une pige, c'est-à-dire une petite baguette, par exemple le niveau d'essence, comme on faisait autrefois. Pour Anatole, il s'agit évidemment d'intérioriser le paysage. Et dans le tableau d'Augustin Enfantin, un des premiers peintres de Barbizon, il y a deux personnages. Un à droite en bleu qui est en train de peindre ou de dessiner, et un autre sur le rocher qui pige. Voilà, je vous le montre parce que voilà, vous en avez un autre en bleu qui pige et l'autre qui dessine est là. Et peut-être comme pour Anatole, le motif qui va s'imposer à lui, c'est un rocher, c'est-à-dire à l'époque un non-motif. Surtout s'il s'agit du détail du rocher, comme vous le voyez dans la description de la fin du paragraphe, les creux où pourrit le roux tombé des pins, c'est vraiment pas quelque chose de noble qu'on aurait l'idée de peindre traditionnellement. C'est un peu, si on fait le parallèle avec l'histoire du portrait, un portrait avec des taches de rousseur. Jusqu'à Courbet, ça ne se faisait pas. Et voici la lettre de Millet décrivant Rousseau en train de piger le paysage. La forêt, le silence, la solitude, Rousseau les aime encore mieux que moi. Il y est comme le marin sur la mer, au plateau de Belle-Croix, pendant des heures, immobile sur un rocher comme un capitaine sur sa dunette, il a l'air de faire son quart. Il ne peint pas, il contemple. C'est au contraire une peinture qui nous fait ressentir les heures et les saisons. On pense à Rousseau, on pense évidemment à Monet aussi. Le ciel n'est plus ce qu'on trouve au-dessus de la ligne d'horizon, mais un élément qui enveloppe par sa lumière et transforme tout le paysage. Et dans ce tableau de Charles Leroux, qui s'intitule « Lisière de bois cerisier en automne », vous voyez que ce bois est métamorphosé par une lumière d'orage. On eût dit que sa palette était la palette de l'Angélus. Souvent, Cressan jetait une scène champêtre, par exemple la moisson, un de ces travaux nourriciers de l'homme dont il essayait d'indiquer la grandeur et l'antique sainteté avec l'austère simplicité des poses, avec la rondeur d'une ligne rudimentaire, l'espèce de style fruste d'une humanité primitive, faisant de la paysanne, courbée sur la glèbe de ce corps où le labeur du champ a tué la femme, la silhouette plate et rigide, habillée comme de la déteinte des deux éléments où elle vit, du brun de la terre et du bleu du ciel. Alors j'ai choisi de vous montrer non pas l'Angélus de Millet trop connu, mais les botteleurs de foin, parce que la silhouette de la femme est composée de la déteinte des deux éléments où elle vit, alors non pas du brun de la terre, mais de la couleur du foin un peu doré et du bleu du ciel. Et les trois expressions soulignées dans le texte, l'antique sainteté, le style fruste et l'humanité primitive, révèlent que l'univers pictural de Millet est perçu comme archaïque. Ces paysans apparaissent comme des archétypes de paysans. Les contemporains ont trouvé cette toile pessimiste. Ils y voient l'expression de la sauvagerie. Alors nous, on s'étonne un petit peu de ça, mais il faut se dire qu'effectivement, quand on regarde le personnage de droite ici, on se rend bien compte que le travail est extrêmement arrachant, qu'il fait des efforts très pénibles. On voit aussi peut-être dans le ciel que l'orage menace et peut rendre tout ce travail inutile. Et on ne cesse de penser au XIXe siècle aux jacqueries paysannes, aux révoltes paysannes, et c'est sans doute ce qui explique cette appréciation du tableau. Cressan le sauvage vivait à l'écart des habitants du pays. L'homme était un homme trapu, à la forte tête encadrée dans une barbe rousse, avec de gros yeux bleus, des yeux voraces, comme les avait appelés un de ses amis. Il portait le pantalon de toile et les sabots du paysan. Moi, disait Cressan, je suis un paysan, fils de paysan. Alors le personnage de Cressan ressemble ici à Rousseau par sa sauvagerie, à l'écart des habitants du pays. En revanche, la description physique appartient bien à Millet. Vous avez son portrait à droite, et de même la revendication de la paysannerie, puisqu'il est originaire du nord du Cotentin, en Normandie. Il a d'abord été berger, puis laboureur,
jusqu'à ses 20 ans. Et voilà son atelier que je vous montre ici. Coriolis passait des heures dans l'atelier de Cressan. Il ne pouvait s'empêcher d'envier cette facilité, le don de cet homme né peintre et qui semblait mis au monde uniquement pour faire cela, de la peinture. Il admirait ce tempérament d'artiste plongé si profondément dans son art, toujours heureux et réjoui en lui-même chaque jour de poser des tons fins sur la toile, sans que jamais il se glissât dans le bonheur et l'application de son opération matérielle, une idée de réputation, de gloire, d'argent, une préoccupation du public, du succès, de l'opinion. Alors la facilité, la grâce qui caractérise le personnage de Cressan, elle est empruntée à Corot, au peintre Corot. On le voit, ce peintre-là, dans le tableau qui est un autoportrait, vous le voyez très digne dans sa blouse de peintre, palette et pinceau à la main, comme dans un portrait princier de la Renaissance. En revanche, l'indépendance par rapport au grand monde, par rapport au succès ou à l'opinion, c'est celle de Rousseau, que vous voyez photographié par Nadar, en quelque sorte en habit du dimanche, et vous voyez qu'il a l'air plus humble que même Corot dans sa peinture. Septembre amenait les derniers beaux jours. On eût cru voir les adieux de la forêt. L'arcade de ces grands chemins trempait dans des effacements de pastels et des limpidités de brouillard éclairé. Cependant, peu à peu, avec l'automne, la mélancolie qui tombe des grands bois pénétrait Coriolis. Il était atteint par cette lente et sourde tristesse qui enlace les amoureux de Fontainebleau et profile des dos d'artistes si désolés dans les allées sans fin. Alors j'ai choisi ce tableau de Léon Richet d'abord pour sa correspondance avec le texte des Goncourt, avec le pastel, le brouillard et la mélancolie, et les dos d'artistes. Ici c'est pas un dos d'artiste, mais on a une paysanne avec son fagot dans le dos. Mais c'est aussi pour la légende du tableau. Vous voyez que ce peintre est médaillé, mais il est médaillé fin 19e, début 20e. C'est donc la deuxième génération de paysagistes, et là, ils reçoivent des médailles au salon. Si, à quelques coins de bois du côté de Bellecroix ou de la Reine Blanche, il entendait un coup de pic régulier et résigné sur la pierre, il pensait malgré lui à la courte vie que fait au carrier cette mortelle poussière de grès, filtrant dans les ressorts de leurs montres, filtrant dans leurs poumons. Le texte décrit donc la sympathie et la pitié de Coriolis pour les carriers. C'est le troisième signe de l'intérêt des peintres de Barbizon pour les humbles et les exploités. En fait, ce sont des ouvriers qui travaillaient 14 heures par jour, 6 jours par semaine et qui mouraient à 45 ans à cause de la silicose. Aux gorges d'Apremont, les routes serpentant à travers les rochers avaient les tons de la cendre. Les rochers, avec leur solidité de pierre, répétait le gris cendreux du chemin, le gris ardoisé du ciel. Inutile d'insister, je pense, sur la correspondance entre le texte et la toile de Théodore Rousseau. Le paysage est gris et n'a plus rien de souriant. Nous allons donc quitter Barbizon en même temps que Coriolis, qui rejoint Paris. Si Coriolis connaît une triste fin, en revanche, la peinture de paysage a fini par conquérir, à coups de chef-d'œuvre, sa place dans l'art, et c'est ce que je voulais vous montrer dans cette conférence. Merci beaucoup de votre attention.